j'ai tenu, avant de laisser la parole, rappeler à Tidiane Thiam, quelqu'un qui ne connaît même pas l'histoire véritable de la Côte d'Ivoire moderne, mais j'espère qu'il prendra le temps de bien se renseigner. Mais je vais lui rappeler maintenant, le PDCI qu'il veut diriger là, le PDCI vient d'où? Quels sont ceux qui ont rendu le PDCI fort? Et comment le PDCI a été détruit? Et pourquoi le Nord ne sera plus jamais avec le PDCI? C'est ce que je vais lui dire. Mais je vais faire ça très rapidement pour laisser la parole aux uns aux autres. Tiens, PDCI là. Le PDCI a été créé le 9 avril 1946 à 18h. Si on quitte dans les à côté là, on va dire simplement les choses. Et puis maintenant, on va regarder ensemble. Si ce que j'ai dit est faux là, je crois que ce que j'ai dit, tout le monde entend. On veut des vrais garçons pour venir dire tu mens ici. Le PDCI a été créé le 9 avril 1946 à 18h. Maintenant, les membres fondateurs du PDCI là, on va voir si ce sont les Baoulés ou même si ce sont les autres ethnies. Comme vous voulez forcément que ce soit le petit-fils d'Oufoué, on va voir si Félix Houphouët-Boigny lui-même là, il y a son nom parmi les membres fondateurs du PDCI. Et les membres fondateurs du PDCI, il y a M. Aka Ndri Lambert, il y a M. Aka Jacques, il y a M. Aobo Akre, il y a M. Blagnon Martin, il y a M. Boka Mene Gaston, il y a M. Brou Fulgence Kofi Gado Germain, il y a Diallo Ousmane, Dioman Benoît, Da Silva Dorothée, Diop Babakar, Konyan Kodjo, Kwadjo Rémi, Kofi Julien, Konan Ndri André, Kwadjo Kofi, Konan Kanga Antoine, Konan Raphaël, Kouisson Keletigi, Kwadjo Kofi Germain, Loudounion Augustin, Mekone Léonard, Wenso Paulin, Papa Somego, Poi Zebango, Seri Kore René, Toubia Nicolas, Sissoko Fili, Sangare Bernard, Traoré Ali, Tourbe So. Voilà les personnes qui ont créé le PDCI. Parce que si vous remarquez très bien quand je parle, je ne mélange, je ne dis jamais PDCI RDA. Parce que ceux qui connaissent véritablement l'histoire savent qu'on ne peut pas mélanger les deux. Bon, ce qu'on vient de citer là, chers tous, vous avez entendu le nom de Félix Houphouët-Boigny? Mettez la réponse. On est en classe, hein? Les cours d'aujourd'hui là, c'est fort, hein? Est-ce que vous avez entendu le nom de Félix Houphouët-Boigny? Et donc, il faut d'abord rappeler à Thiam qu'à la lumière de l'histoire, son grand-père ne fait pas partie des fondateurs du PDCI. Ça, c'est la première chose qu'il faut qu'on rappelle au PDCI, ou même au PDCI actuel. Et la deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que parmi ces noms-là, on retrouve toute la kyrielle des Ivoiriens. Surtout les Ivoiriens de tous les horizons. Et donc, le PDCI n'est pas un parti de Baoulé, comme le RHDP n'est pas un parti de Djoula. Alassane Ouattara n'est pas le créateur du FDR. Voilà aussi la réalité. Et ce sont des choses que nous, on va dire avec beaucoup de rigueur et sans complaisance. Et il y a quelqu'un qui me rappelle le nom Thiam aussi. Et donc, vous ferez vite de comprendre. Quand je cite par exemple des noms comme Diallo Ousmane, Diop Bobakar, Kouisson Keletigi, Mekone Léonard, Papa Somego, Sissoko Fili, Sangare Bernard, Traoré Ali, Tourbesso, est-ce qu'ils sont baoulés? De prime abord, on dira que ce sont des gens qui ont des noms à consonance nordique. Quand je cite des noms comme Seri Kore René ou même Loudounion Augustin,
est-ce que ce sont des Baoulés? Et donc le premier poison qui a tué le PDCI, c'est la xénophobie que vous avez mis. La supériorité ethnique des Baoulés, ou bien des Akans là. C'est ça qui a été le premier poison du PDCI. Et c'est sur ces mêmes arguments que toi, Thiam, tu veux revenir. Je suis le petit-fils d'Oufoué. Mais Oufoué n'est même pas parmi les créateurs du PDCI. C'est ce qu'il faut qu'on te rappelle d'abord. Ce que j'ai dit, ça pourrait étonner beaucoup de personnes. Mais je vais aller plus loin pour bien détailler les choses. Et donc, si on est d'accord sur les noms qu'on vient de vous dire, tant que le PDCI ne corrigera pas l'injustice qu'ils ont fait au nord de la Côte d'Ivoire, le PDCI ne s'en sortira jamais. Ça, tout comme le FPI, tant qu'ils ne vont pas corriger, mettre les Ivoiriens ensemble, laisser les Ivoiriens décider en jugeant tout le monde, à la lumière de la réalité des urnes, et cesser les stigmatisations ethniques, ils ne s'en sortiront jamais. Et c'est ce que Félix Houphouët-Boigny avait compris. Et là, les gens vont me demander, mais comment Félix Houphouët-Boigny s'est retrouvé? Félix Houphouët-Boigny s'est retrouvé. Je vous ai dit que le PDCI a été créé, pour ceux qui suivent bien les cours, le 9 avril 1946. C'est à partir d'octobre 1946, comme Houphouët était un leader syndical bien influent, on va l'envoyer maintenant à Bamako. Quand on va faire le premier congrès du Rassemblement démocratique africain. Ah oui, ceux qui veulent écouter la vraie histoire, on vous le dit. Et surtout, on lance un défi à tous ceux qui se sentent des vrais intellectuels de venir pour qu'on affronte les débats intellectuels devant tout le monde. Et donc, quand on parle là, moi j'ai confiance en ce que je sais. Et ce que je dis là, j'entends les vrais garçons. Houphouët va intervenir à partir d'octobre 1946. On va l'envoyer en tant qu'un envoyé au premier congrès du Rassemblement démocratique africain qu'on appelle le RDA. Et donc, c'est là, quand maintenant le PDCI va rentrer maintenant comme un parti, une sous-section du RDA, c'est là qu'on va prendre ce PDCI-là, le vrai PDCI d'Houphouët, c'est à ce PDCI-là qu'on peut ajouter RDA. Sinon, ce n'est plus le FPI, le PDCI d'Henri Konan Bédié, encore moins le PDCI frélaté que vous voyez là. Le vrai PDCI, Houphouët en tant qu'un envoyé des créateurs du PDCI, se retrouve en octobre 1946 à Bamako en tant qu'un parti minoritaire qui est venu pour être une section du Rassemblement démocratique africain. Mais vous allez dire, ceux qui étaient présents, il y avait Félix Houphouët-Boigny au premier congrès à Bamako en octobre 1946. Il y avait Félix Houphouët-Boigny qui est parti au compte du PDCI. Il y avait Gabriel Arbouzier. Il y avait Modibo Keïta. Il y avait Philippe Dabo Sissoko. Oh, je vous ai dit, Philippe Dabo Sissoko, là, allez demander sa nationalité. Il y avait Doudou Gueye du Sénégal. Il y avait Jean-Philippe Tchikaya. Il y avait Joseph Félix Correa du Sénégal. Il y avait Sourou Migan Apiti. Il y avait Yacine Diallo. Et il y avait Ahmed Sékou Touré de la Guinée. Vous voulez la vérité? Vous avez demandé le feu, mais nous on est prêts à vous donner l'enfer. Mais notre enfer, ça sera la vérité, le mythe de Prométhée. On va servir le savoir. Jusqu'à tout le monde va savoir qui pèse quoi. Vous avez voulu qu'on vous dise ce qu'on n'avait pas envie de dire, mais on va le dire, on va aller jusqu'à dans son fond. Voilà ceux qui avaient été envoyés par leurs différents partis politiques. Je vais tout citer aujourd'hui. Félix Houphouët-Boigny a été envoyé et c'est eux qui vont devenir les différentes sections du RDA dans leur pays là. Eux tous ils ont des noms différents. Je vais vous donner ces noms là. Et donc c'est après avoir fini ce premier congrès en octobre 1946, chaque personne, quand je prends par exemple le parti de Sékou Touré, le PDG, en Guinée on va l'appeler PDG RDA, Parti démocratique guinéen, section Rassemblement démocratique africain. PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, RDA, Rassemblement démocratique africain. Modibo Keïta, même chose.
Doudou Gueye, même chose. Félix Tikaya, même chose. Joseph Félix Correa du Sénégal, même chose. Sori Migan Apiti, même chose. Et donc, vous ne pouvez pas tromper les gens. Arrêtez cela. Le PDC est plus grand que Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'il n'en est pas un créateur. Il n'était qu'un envoyé. Et il n'était pas le seul envoyé. Je viens de vous citer des noms. Que chacun des pays où des partis ont fait partie au premier congrès, mais il n'y a pas eu que le premier congrès seul. Il y a eu le deuxième congrès. Après octobre 46, du 2 au 6 janvier 1949, le deuxième congrès devrait se tenir à Bobo-Dioulasso, Burkina actuel. Mais vous savez, on n'était pas encore indépendant. Les dates qu'on vous donne, c'est 1946, 1949. On était encore sous la domination des Blancs dans l'Afrique occidentale française. Donc, entre le 2 janvier 1949 et le 6 janvier 1949, le gouverneur de la Haute-Volta, ce qu'on appelle aujourd'hui le Burkina Faso là, il s'appelait le gouverneur Albert Mouragues. Albert Mouragues dit, tant que moi je suis le gouverneur là, vous n'allez pas tenir le deuxième congrès du RDA. Si vous faites là, on va verser le feu sur vous. Quand c'est comme ça, les gens ont regardé et disent, comme c'est comme ça là, c'est pas grave, tout près n'est pas loin. On peut faire ça dans la basse Volta. La basse Volta s'appelle Côte d'Ivoire. Et c'est finalement à la même date, du 2 au 6 janvier 1949, que va se tenir le deuxième congrès en présence de certains délégués. Et donc en vérité là, les Oufoué, les Fili Dabo, les Modibo Keïta, qui seront certainement des présidents plus tard, n'étaient que des délégués du RDA. C'est le terme qu'ils utilisaient pour les appeler les délégués. C'est pourquoi toute personne qui est consciente de l'histoire ne doit pas ajouter le nom RDA au PDCI frélaté d'Henri Konan Bédié, au PDCI daokronien qui est là actuellement en 2023. Non. Maintenant, je vais vous citer les partis politiques. Le RDA là, c'était comme une fêtière. C'était comme une base de certains partis politiques. Et leur vision là. Soit on trahit leur vision, on fait ce qu'on veut, ou bien on choisit leur vision, mais on essaie d'être digne. Le RDA, le Rassemblement démocratique africain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois guinéen, que tu sois centrafricain, que tu sois sénégalais, que tu sois ivoirien, que tu sois burkinabé, que tu sois guinéen, tout cela s'était mis ensemble. Ils disent qu'il faut que la dignité de l'homme africain soit restaurée. Et la première chose qu'ils ont réussi, c'était de mettre fin au travail forcé. Ce que beaucoup ne savent pas, le travail forcé là, les Blancs venaient nous faire produire cacao, café que vous voyez là, avec les bois, les ressources là. Ils exportaient ça vers la métropole, l'Europe. On faisait travailler nos parents cadeaux. Et dans ça, beaucoup parmi nous sont nés en tant que métis. Parce que vous savez, tout près n'est pas loin. Hein? Donc, Et donc, dans ces conditions, leur idéal était que tout homme africain doit être digne. Ils étaient des vrais panafricains. Pas dans les mots, pas dans la manipulation, mais dans les faits. Quel que soit ce qu'on pourrait reprocher à ces pionniers-là, ils ont pu au moins nous libérer. Ils ont libéré nos grands-parents qui sont rentrés dans leur village. Ils ont marié nos grands-mamans et puis maintenant ils ont accouché nos papas et puis maintenant nos papas aussi nous ont accouchés. C'est ça qui est la réalité. C'est tout ce qu'on pourra dire de Yacine Diallo, de Doudou Gueye, de Félix Dabo Sissoko, de Modibo Keïta. C'était des dictateurs. Oufo n'était pas bon, il était voleur. Au moins là, c'est lui qui a libéré le grand-père de Laurent Gbagbo, l'incapable. Toi tu peux tuer lion mais tu ne peux pas tuer blanc. Il y a des menteurs comme ça là. Il dit, mon grand-père a tué lion. Mais alors que les blancs dansaient à Kobo sur lui. Il ment. Son grand-père n'a même pas tué singe. Comment un homme qui tue lion, c'est son petit-fils qui vole chewing-gum dans la voiture de Laurent Gbagbo. Ça, c'est une malédiction. Ça aussi, il faut le rappeler.
Mais ce n'est pas ça le plus important de notre sujet. Les partis qui constituaient le RDA, il y avait le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Il y avait le Parti démocratique voltaïque, qu'on va appeler plus tard l'Union démocratique voltaïque. Et plus tard, on va appeler ça le Rassemblement démocratique voltaïque. Mais c'est le même parti. Ça a été créé à partir de 1957. Si on est très précis dans ce qu'on dit, je l'ai dit, c'est une frappe chirurgicale. Quand vous allez prendre ça, mettre ça devant les soi-disant PDCI, ils vont se demander, mais c'est qui dit des choses comme ça? Parce que ça va les choquer, mais ils ne pourront pas dire que c'est faux. Parce qu'eux-mêmes, soit ça les dépasse, ou même ils ne connaissent pas, mais ils vont apprendre. Et on va leur enseigner leur parti là pour qu'ils se calment. Ça étonne certains quand on dit que le grand-père de Ouattara avait un papier, un passeport et autres. Ça les étonne. Mais le premier fils de Samori est allé en France. Et il a étudié et il a appris le français avant de revenir. Donc vous pensez que c'est maintenant qu'on fait les passeports. Quand toi tes parents n'ont pas été importants, quand tes grands-parents n'ont pas été importants, ne pense pas que les parents et les grands-parents des autres ont été des non-méritants. Moi, personnellement, j'ai pu découvrir jusqu'à la 4e ou 5e génération de mes ancêtres et on a des documents officiels. Mais si toi, tu as été incapable de connaître l'histoire de ta famille, est-ce que c'est l'histoire d'un pays que tu pourras apprendre? Si ton papa, ta maman, ton grand-père et ton père ont été incapables de t'enseigner et d'être un peu courageux pour connaître l'histoire de leur famille, ne te compare pas à nous autres qui connaissons d'où nous venons, qui savent qui nous sommes et qui savent comment le monde fonctionne. Si je raconte tout ça aujourd'hui, je ne peux pas apprendre tout ça et ne pas savoir qui je suis. Et c'est pour vous dire que chacun ici a intérêt à savoir qui il est. Et là, quand c'est comme ça, n'importe qui ne va pas parler et dire n'importe quoi. C'est vraiment très important, chers élèves de la classe. Donc, le deuxième parti, pour simplifier, c'était le Parti démocratique voltaïque. Et là, pourquoi beaucoup de ces partis-là se font appeler démocratiques? En réalité, c'était du flatou vocis. C'était le parti unique, mais c'était la mode à l'époque. Tu dis démocratique, pourquoi on pense que tu fais démocratie, mais en réalité, c'est la dictature. Mais c'était juste un mot. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Le troisième parti, c'était un parti du Soudan français. On appelait ça, le parti là s'appelait l'Union soudanaise. Il y avait même les Camerounais qui étaient dans le RDA, l'Union des populations du Cameroun. Ce parti-là existait jusqu'en 50e. Ce parti aussi était du RDA. C'était vraiment l'Afrique. C'est pas les grigous que vous voyez aujourd'hui là, fait de la plaisanterie. Il y avait l'Union démocratique sénégalaise. Mais eux, ils vont être exclus à partir de 1955. Il y avait le Parti démocratique guinéen, ou bien le Parti démocratique de Guinée, qu'on appelait le PDG, le parti de Sékou Touré. Mais après le nom au général de Gaulle, le 9 octobre 1958, ce parti-là sera rejeté de la communauté française d'Afrique. Et vous connaissez les conséquences. Il y avait aussi un autre parti du Niger qu'on appelait le Parti progressiste du Niger. Il y avait un parti du Tchad qu'on appelait le Parti progressiste tchadien. Il y avait le Parti progressiste congolais, qu'on va appeler plus tard à partir de 1958, l'Union démocratique de la défense des intérêts africains. Il y avait un autre parti, le Comité mixte gabonais, qui va devenir le Bloc démocratique du Gabon à partir de 1954. Voilà comment un vrai garçon parle. Et je vous ai dit l'idéal qui était là. On avait le Gabon, on avait le Congo, on avait le Tchad, on avait le Niger, on avait la Guinée, on avait le Sénégal, on avait la Côte d'Ivoire, on avait le Cameroun, on avait le Soudan français, on avait la Haute-Volta, on avait le Mali, tout. C'est ceux-là qui se sont mis ensemble pour dire qu'il faut qu'on arrête de violer la dignité des Africains. Vous, les soi-disant panafricains qui gueulez, au lieu de gueuler là, proposez des solutions. Toi, Thiam, qui parle là, pour dire mon grand-père Félix Oumar, il n'était qu'un simple délégué. Il n'était rien dans le PDCI. Il n'est pas un créateur du PDCI. Il n'était qu'un délégué qui a été envoyé au RDA. C'est tout. Et là, aujourd'hui, on va le rappeler pour bien situer les consciences collectives. Et donc, quand on vous fait ce rappel-là, vous allez comprendre, en ce moment, les Africains s'aimaient.
Aucun Africain ne pouvait souhaiter le malheur à son frère comme le Burkina, le Mali, le Niger le font aujourd'hui. Les Africains s'aimaient. Même quand vous n'avez rien, quand vous vous aimez là, Dieu même vous aime. Mais regardez aujourd'hui, vous les Africains, vous êtes divisés et chacun veut combattre l'autre pour réussir. C'est pourquoi vous tombez aussi en disgrâce. Et donc, je vais rappeler à Thiam, pour ne pas monopoliser la parole, Tidiane Thiam, il faut bien écouter ce que je vais te dire. Tu es le représentant d'un produit politique frélaté et périmé. Périmé parce que ce parti qui se fait appeler le PDCI daocronien est incapable d'imaginer politiquement des solutions pour les Ivoiriens. Et quand un parti politique, même quand tu existes, mais que tu ne peux plus produire de solutions, tu perds le pouvoir. C'est ce qui a fait que depuis décembre 1993 et 99, quand un produit est périmé, on le jette à la poubelle. C'est pourquoi Guy Robert est venu vous jeter à la poubelle par un coup d'État. Toi-même qui m'écoutes là, toi tu peux manger un produit périmé. Oshimini, on te donne un produit périmé, tu peux manger. C'est comme ça que PDC est devenu. Quand tu vois un parti politique, quels que soient les raisons qui font que tu tombes là, c'est parce qu'il n'y avait plus d'hommes parmi ce parti-là qui pouvaient imaginer et proposer quelque chose. Et quand c'est comme ça, tu tombes. Et quand tu tombes, la meilleure place d'un produit périmé, c'est la poubelle. Et c'est pourquoi le PDCI est à la poubelle. Donc le PDCI que toi, Thiam, tu veux venir prendre là, c'est un produit périmé qui est en poubelle. Et donc la version que tu as là, c'est une version frélatée. Parce que contrairement à l'idéologie du RDA, c'est aujourd'hui la haine, l'arrogance, la suffisance, la médisance, l'arrogance inutile, l'irresponsabilité et même l'ingratitude. La non-reconnaissance de ceux qui ont déjà travaillé pour le pays. Une fois que toi, Bédier, et les gens du PDC, vous êtes rentrés dans ça, vous ne pouvez jamais avoir les Ivoiriens, encore moins les Ivoiriens du nord de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils se souviennent, les enfants de Tourbesso se souviennent de ce que Bédier leur a fait. Les enfants de Traoré Ali se souviennent de ce que Bédier leur a fait. Les enfants de Sangaré Bernard se souviennent de ce que Bédier leur a fait. Les enfants de Sissoko Fili se souviennent. Les enfants de Papasso Megou se souviennent. Les enfants de Mekone Léonard se souviennent. Les enfants de Kouisson Keletigi se souviennent. Les enfants de Diop Bouaka se souviennent. Les enfants de Ousmane Diallo se souviennent. Et donc, toi-même, Thiam, ta sœur, faut nous dire comment Bédier l'a traité. Et donc, ce n'est pas parce que tu veux quelque chose qu'il faut marcher sur sa propre histoire. Et donc, il est important qu'on te rappelle cela. Et donc, avec un produit périmé, un produit qui est dépassé par la réalité des temps modernes, c'est forcément normal que toi, Thiam, tu as honte du PDCI, mais en même temps, tu veux l'utiliser. Mais, par manipulation de conscience, tu dis non, moi je suis trop important, en fait c'est le PDCI qui a besoin de moi, c'est pourquoi ils ont éliminé tout le monde. Là maintenant moi ils m'ont mis, donc moi je vais essayer de devenir vraiment les ménagers pour leur... Non, c'est faux. Parce que sans machine politique tu n'es rien. C'est toi qui as besoin du PDCI. Mais tu veux en même temps leur dicter ta condition parce que tu sais que ce parti est périmé. C'est pourquoi tu es en train de leur dicter ta position. Et donc, tu t'accroches à une illusion de Félix Houphouët-Boigny était mon grand-père, donc c'est ce qui te rend important. C'est faux. Ce qui rend un homme important, c'est ce dont il est capable. Si on dit, le monsieur là, lui, il est mauvais, on n'a pas dit qu'il était mauvais. On n'a pas dit qu'il va être mauvais. On dit simplement qu'aujourd'hui, au présent, que tout le monde connaît là, il est mauvais. Quand on dit le monsieur là, il est bon, ça veut dire il est bon aujourd'hui, mais on ne connaît pas pour demain, on ne connaît pas le passé. Quand on parle d'un vrai homme là, on parle de son présent. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Toi, Thiam là, tu es quoi aujourd'hui? Tu es un chômeur actif. Tu es la terreur des banques. Tu es quelqu'un qui fait de l'espionnage. Tu es quelqu'un qui est un poltron. Tu prends toujours des gens pour espionner les gens. On t'a attrapé plusieurs fois. Tu es quelqu'un sans moralité. Et tu es un vaurien patenté qui a fait des placements toxiques pour ruiner la vie de millions d'Américains.
pour ruiner la vie de millions de Suisses, il faut sortir pour venir nous dire que ça c'est faux. Et tu veux toujours profiter des situations. Et c'est pourquoi tu profites des noms de Félix Houphouët-Boigny. Mais en réalité, hier on t'a connu. Tu étais dans un gouvernement infréquentable, un gouvernement de personnes ignobles, de détourneurs de fonds. Aujourd'hui, tu nous apparais comme quelqu'un qui a honte de son passé et qui veut qu'on dise qu'il est né maintenant. Non, on va te rappeler que tu étais là. Et donc, quand on prend ton passé, ton présent, on sait que tu ne seras capable de rien dans l'avenir. Maintenant, les Ivoiriens ont un choix qu'ils doivent faire. Si moi, je suis incapable de préparer l'avenir de mes enfants, c'est mon problème. Si je ne suis pas capable de préparer mon avenir, c'est mon problème. Mais les vrais Ivoiriens ont intérêt à préparer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si nous on a été des lâches, des incapables, ça c'est ce que nous on a voulu. Mais ne décidons pas à la place de nos enfants. La meilleure manière de préparer l'avenir, c'est de prendre les décisions qui seront bonnes pour les générations à venir. Et ça passe au-delà des ethnies, des religions et de nos considérations personnelles. Quel monde nous voulons offrir à nos enfants pour qu'ils soient dignes de nous, pour qu'ils disent nos parents sont morts, mais ils ont travaillé et ils ont fait les bons choix. Quand on sera mort, c'est sur cette question-là que nos enfants vont nous juger. Voilà le monde que nos parents nous ont laissé. En tant que client, quand je dis client, puisqu'il y a un politicien ivoirien, Laurent Gbagbo, qui dit qu'eux, ils sont des commerçants. Donc quand tu es un commerçant, tu ne cherches que des clients. Et donc ici, j'appelle la population les clients. Les clients, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui partons voter là. Le PDCI actuel, avec le comportement de ses dirigeants, le PDCI frélaté et périmé, des politiciens sans compétences, sans capacité d'ouvrir l'avenir à vous et à vos enfants. Si vous partez, donnez votre voix à ces personnes-là. Ce n'est pas eux qu'on va blâmer, hein. C'est vous que vos enfants vont blâmer. Donc ne payez pas une marchandise frélatée, une marchandise périmée avec des politiciens croque-morts comme Tidjane Thiam et c'est plus le ver de terre. C'est ce qu'on peut vous dire. Et donc à l'attention de nos militants du RHDP, parce que ici tout le monde prend pour lui, hein. Les militants du RHDP, 2025 là, pour certains ils vont dire non, comme on a fini 2023, dans 14 jours ça va finir, on va en attendre 2024. On est déjà en 2025. Donc là, c'est à nous d'obliger tous les politiciens de Côte d'Ivoire à faire leur audit. Comme ça a été le cas au Kouroukanfouga. Là, vous allez me permettre de profiter pour expliquer rapidement quelque chose aux uns aux autres. Quand je dis de faire l'audit des politiciens, jusqu'en 2025, il va falloir qu'on dise aux Ivoiriens, voilà ceux qui sont dignes d'être des représentants du peuple, quel que soit leur parti politique, et voilà ceux qui ne sont pas dignes d'être des représentants du peuple. Dans l'ancien Mandé, ça c'était quelque chose qui était courant. Lorsqu'un pouvoir succédait à un autre, comme de la manière le pouvoir de Soundiata Keïta a succédé à celui de Soumaoro Kanté, il y a eu un audit. Un audit là, on envoie tout le monde. On vous met à la place publique. Et puis on dit, voilà ce que vous avez fait qui était mauvais. Mais voilà aussi ce que vous avez fait qui était bon. Et là, je vais aller rapidement. Le Kouroukanfouga, quand on parle, les gens, ah oui, il y avait 44 lois. Non, il n'y avait pas 44 lois. C'est la dernière version qui faisait 44 lois. On va laisser ça. Mais en réalité, le Kouroukanfouga que vous voyez là, ça s'est passé en 3 étapes. La première étape, c'était d'abord la confirmation du pouvoir de Soundiata Keïta. Et aussi la répartition des rôles et des dirigeants et des administrateurs. Tous ceux qui ont participé, parce qu'il y a eu 4 guerres avant de défaire Soumaoro Kanté. Il y a eu 4 guerres. Peut-être que si vous voulez un jour, je vais bien raconter l'histoire avec les noms, les personnes, les lieux. Mais il y a eu 4 guerres. C'est la 4e guerre qu'ils ont pu défaire Soumaoro Kanté.
Et quand Soumangoro Kanté a été défait, le Kouroukanfouga, tous ceux qui sont venus aider, même le Bobo Dioasso que vous connaissez aujourd'hui. C'est-à-dire quand moi je regarde des gens comme les Ibrahim qui vont se cacher à Bobo et puis qui ont fait tomber Alassane Ouattara, ça me fait rire parce que je me dis, mais, tu sais pas que les gens ont dit des choses avant vous. Avant que nous on ne soit là aujourd'hui, il y a des gens qui ont existé. Il y a des paroles qui ont lié des gens. Ne voyez pas le monde là comme quelque chose de simple où maintenant on se lève, le soleil passe. Ceux qui ont vécu avant nous là, il y a des pactes entre eux. Mais ça, c'est ceux qui savent voir le monde et le comprendre. Mais on passe. Et donc, par exemple, le royaume Bobo, eux, ils sont venus délibérément aider pendant la 4e bataille. Eux, quand ils ont reconnu le pouvoir de Soundiata Keïta, eux, ils ont été libérés avec la capacité de se gérer eux-mêmes. Et il y a d'autres États qui ont été mis sous protectorat. C'est ce qu'on appelle les royaumes vassaux. Et il y a d'autres qui ont été mis directement sous le commandement des chefs militaires de Soundiata Keïta, comme par exemple le royaume Soussou et autres, avec ceux qui collaboraient avec eux. Eux, ils ont été mis directement sous commandement des dirigeants et des généraux de Soundiata Keïta. Et donc, la première partie du Kouroukanfouga, c'était d'abord comment gérer l'État dans son règne politique et militaire. La deuxième phase, c'était l'audit. Et c'est ce point-là qui m'intéresse aujourd'hui. Pendant cet audit, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça a duré en réalité 40 jours. Et donc, sur plusieurs jours, le bilan de la gestion de Soumangoro Kanté a été effectué devant tout le monde en public. Je me souviens même, il y avait un fils de Soumangoro Kanté qu'on appelait Bala Kanté, avec lui aussi qui était l'un des gardiens même des fétiches. Ils ont tous été mis en public avec tous les exécutants, les chefs militaires. Et il y a 3 questions qui leur ont été posées. La première question était de savoir pourquoi aviez-vous été si méchant avec le peuple là? Il faut aller doucement. Être méchant ne veut pas dire mauvais. Voilà. Quand tu es un dirigeant, on ne te demande pas d'être un mauvais dirigeant. Tu peux être un dirigeant méchant, mais un dirigeant apprécié. Parce que si l'efficacité de tes actes répond aux besoins de la population, ta méchanceté, on n'en a que faire. On dit pourquoi vous avez été inutilement méchant. Ils disent mais comment? Ils disent mais quand il y a certains qui n'avaient pas pu payer leur dû, chez vous, les Mandeka, ceux qui se souviennent très bien, l'impôt, on l'appelle Nisongon, le prix de vie. Lorsqu'il vous a été demandé d'aller récupérer les impôts dans certaines localités et que ces gens ont été incapables de payer les impôts, quel fut l'ordre que Soumangoro vous a donné? Il dit de faire arrêter le chef du village et de fouetter de 100 coups les chefs de famille. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez exécuté le chef de famille, vous avez exécuté le chef du village. Vous avez outrepassé les instructions qui vous ont été données. Donc, le fait que vous êtes allé au-delà là, ça ce n'est plus la responsabilité du dirigeant, c'est vous les exécutants. Et ils ont dit à Bala Kanté, le fils de Soumangoro, il dit maintenant il faut prendre les fétiches de ton papa là, ils vont venir maintenant le défendre, mais vous défendre maintenant. Mais ces audits là étaient faits à quelle fin? C'était fait pour marquer les consciences. C'était fait pour savoir qu'un dirigeant qui est là pour inutilement mettre en retard son peuple, il faudrait qu'il rende compte devant le peuple. Et vous les politiciens ivoiriens, quel que soit le parti dans lequel vous êtes, jusqu'en 2025 là, on va faire l'audit de chacun. Et on va vous montrer, on va vous confronter à la justice pour que les responsabilités soient situées. Comme on a toujours dit dans les textes Alassane Ouattara qui est mauvais, vous tous, vous allez passer devant la justice. Comme on a dit à Alassane Ouattara étranger, vous allez aller expliquer comment il est étranger. On ne laissera rien tomber parce qu'il faut qu'on assainisse le pays avant que les générations futures ne viennent.
Et ainsi de suite. La troisième étape maintenant du Kurukanfuga, c'est maintenant ce que tout le monde connaît aujourd'hui, les 44 lois qui ont été mises. Mais avant les 44 lois, il y avait plusieurs versions. C'est la version améliorée. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Soumaïla Kanté n'était pas forcément un mauvais dirigeant, mais un méchant dirigeant. Et c'est ce qui fera que dans le Kurukanfuga, beaucoup ne le savent pas, mais beaucoup de lois ont été prises à partir du bon travail qu'il a eu à faire. Par exemple, comment gérer l'environnement et les éleveurs. Il y a beaucoup de lois qui sont dedans. C'était des lois difficiles, mais ces lois-là viennent de Soumaïla Kanté. Et donc, il a été aussi très positif. Et donc, il faudrait que chacun des politiciens s'apprête à faire son audit publiquement devant la justice ivoirienne avant 2025. Quant à nous, les militants du RDR, parce que moi, je préfère parler de RDR. Je ne connais pas leur RHDP et je ne suis pas dedans. Je préfère être RDR. Ceux aussi qui se sentent RDR, restez vous-même. Parce qu'au moins, c'est notre âme. C'est notre machine politique. Si on se détache de notre âme, on devient des corps vides. Le RHDP, il y a beaucoup de bruit dedans. Le RHDP, il y a beaucoup de personnes qui nous fuient, qui reviennent, qui jouent sur les deux fronts. Nous, on n'entre pas dans les trucs comme ça. Nous, les militants du RDR, les alassanistes purs et durs, à partir d'aujourd'hui, ne soyez plus sobres. À partir d'aujourd'hui, fini la fausse modestie. Alassane Ouattara, le fils de Nabintou Cissé, est le seul politicien en Côte d'Ivoire qui a le bilan le plus positif qu'aucun président ivoirien, de Félix Houphouët-Boigny à Laurent Gbagbo, n'ait pu accomplir. Dites-le partout et dites-le en ouvrant vos bouches jusqu'à vos oreilles. Pour dire que tu prends Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Laurent Gbagbo, c'est qu'Alassane Ouattara seul a fait là. Eux tous mis ensemble, il n'y a aucun parmi qui peut le faire, même en rêve. Ne soyez pas modestes. Parce que c'est votre modestie qui permet à ces inaccomplis de pouvoir s'exprimer. Et aussi, il faut rappeler que nous, les RDR, qui sommes rattachés pour le moment au RHDP, nous, on ne va jamais s'abandonner nous-mêmes. Le RHDP peut exister ou ne pas exister, mais nous, on ne va jamais changer notre nature pour faire plaisir à quelqu'un. Et donc, nous, on sera toujours prêts à tous les niveaux. Et moi, je préfère lever tous les équivoques. Si vous voulez qu'on fasse une guerre civile, on est prêt. Si vous voulez qu'on fasse un combat politique sain avec des idées, on est prêt. Déjà sur la toile, on sait qui vaut quoi, intellectuellement parlant. Le docteur Ouattara a déjà mis les bilans pour nous. C'est pourquoi il n'a plus besoin de trop parler. Aujourd'hui, vous dites que nous, les gens du RDR, on n'était pas là à l'école, mais il n'y a pas un garçon aujourd'hui qui peut venir s'arrêter devant nous. Et ça, tout le monde le voit aujourd'hui. La qualité de nos émissions. Et ce que nous proposons au monde entier, tout le monde peut le voir aujourd'hui pour en juger de quoi il est question. Et donc, nous, on vous dit, aujourd'hui, c'est le 16 décembre 2023. Nous, on est prêts à affronter, à neutraliser, à étouffer, à étrangler toutes les forces qui vont produire la violence en Côte d'Ivoire. Nous, on vous dit ça. Donc, la violence que vous voulez préparer là, nous-mêmes, on est demandeurs. Mais on va vous neutraliser, vous étouffer et puis vous étrangler. 2025 là, l'élection va se passer dans la paix. Parce qu'on va imposer la paix. La violence inutile que vous voulez importer là, parce que vous êtes des politiciens médiocres, on ne vous laissera pas prospérer. Et un des exemples qu'on vous a donné, parce que dans ce monde, il y a des gens qui ont les yeux mais qui ne voient pas. Et c'est pourquoi, dans la métaphore du Christ, quand il donnait les yeux, quand il ouvrait les yeux des aveugles, c'était qu'il ouvrait l'œil de l'esprit. Il y a quelque chose que là tu vois, mais quand on t'explique là, c'est là que tu connais la valeur. Et là tu vois que tu ne vois plus la chose de la même manière que tu voyais avant, parce que tu connais maintenant l'importance. Donc quand on ouvre l'œil de ton esprit, c'est encore plus profond que l'œil physique. Et donc, si vous n'avez pas compris le message qui a été suscité par l'élection des jeunes du RHDP, je vais vous expliquer un peu. Tout le monde se souvient, un jour on était assis comme ça, et puis brou,
il y a un groupe de miliciens qui est sorti. Nous sommes des étudiants. Si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste, le pays va brûler. Et le pays ira sans dessous. Comme ci, comme ça. Automatiquement, il y a un petit groupe de jeunes aussi qui se sont levés, qui disent, comme vous avez parlé en tant que des miliciens là, nous aussi on vous parle en tant que des guerriers. Ceux qui se souviennent très bien, celui qui a parlé là, c'est lui qui est devenu président des jeunes du RHDP. C'est un guerrier. Et nous, on ne peut pas demander mieux que ça. Nous, en tout cas, nous ne sommes pas des lâches. Nous ne sommes pas des peureux. Moi, je préfère être en compagnie des guerriers que d'être en compagnie des lâches. Et aujourd'hui, là, ce président des jeunes doit être capable de continuer ce qu'il a commencé. S'il m'entend, il s'appelle Koné. Et ceux qui connaissent l'histoire des Koné dans le monde savent que ce n'est pas leur vrai nom de famille qui est Koné. Leur vrai nom de famille, c'est Kassaoura. Certains vont aussi dire Tamboura. Mais tout ça, c'est la même chose. Mais il y a une signification derrière. Quand on te poste pour un boulot et que tes ancêtres ont été des guerriers, tu n'agis pas comme une mouviette. On n'a pas besoin d'un enfant de cœur. On a besoin d'actions fortes et concrètes. On a besoin d'actions fortes et concrètes. Et ce que nous attendons de ce bureau des jeunes, c'est de tenir front à tous les combats qui vont engager la jeunesse, de jouer pleinement leur rôle. Et donc, de la même manière que vous avez tenu front à des jeunes miliciens qui se cachaient sous le manteau d'étudiants, il faut que vous continuiez ce travail. Et donc, ces miliciens ont gueulé. Mais quand nos jeunes guerriers sont sortis, Laurent Gbagbo n'a pas été remis sur la liste électorale et la Côte d'Ivoire n'a pas brûlé.